Bien, je vous propose de reprendre vos places avec toute l'autorité dont je peux faire preuve. Merci de vous asseoir et nous allons reprendre notre colloque en abordant à présent les questions de culture et d'histoire. J'espère l'évolution de ces systèmes qui permettent l'autorité ou la légitimité. Et nous allons commencer donc par un exposé de Carlo Severi de l'École des hautes études en sciences sociales, exposé qui s'intitule « Ce qui rend impératif les énoncés de la tradition, une analyse pragmatique ». Monsieur Severi. Alors, nous passons, je voulais faire une petite prémisse à mon intervention, puisque effectivement nous changeons d'horizon et nous passons des analyses historiques et politiques de l'exercice de l'autorité dans notre tradition à l'analyse de ce concept ou de l'exercice d'une autorité dans des traditions et des cultures tout à fait différentes de la nôtre. Or, on dit souvent, les anthropologues disent souvent qu'on travaille sur des cultures différentes de la nôtre. Ceci est vrai, mais c'est aussi très incomplet. En fait, je voulais tout de suite déclarer qu'en ce qui me concerne, l'exercice de l'anthropologie a pour objet non pas des cultures différentes, mais des relations entre notre savoir, notre culture et des savoirs différents. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pratique l'exercice qui canonise l'autorité scientifique, pour ainsi dire, dans notre discipline, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va sur le terrain pour rencontrer des réalités différentes, des savoirs différents, des traditions différentes, cette perception, cette surprise qui est suscitée par ce qu'on n'attendait pas, en effet, mobilise inévitablement le savoir qu'on a acquis, les réflexes qu'on a, le type de relation au savoir qu'on préserve dans notre propre tradition. Donc l'objet de l'anthropologie est plutôt le choc et la tension entre des savoirs différents, plutôt que l'inspection indifférente, pour ainsi dire, pour des savoirs qui seraient radicalement autres et tout à fait éloignés de notre tradition. C'est pour cette raison que, pour introduire l'idée de l'exercice de l'autorité dans des traditions que nous avons l'habitude d'appeler orales, j'ai choisi pour ma part de jeter tout d'abord un premier regard sur notre propre tradition et sur notre propre manière de concevoir l'autorité dans cette tradition. Or, si on jette un coup d'œil aux définitions même de dictionnaire, c'est toujours un bon exercice. Une des choses, un bon point de départ, pour ainsi dire, est la relation qui frappe l'anthropologue entre le concept d'autorité et le concept d'auteur. On pourrait dire, quand dans notre langage courant nous parlons par exemple de tradition homérique, tradition platonicienne, tradition hegelienne, etc., nous faisons toujours référence à une source de une source d'autorité de cette tradition que nous attribuons à une personne, à celui, très souvent celui, qui est l'auteur donc de cette tradition. Naturellement, on a là juste un premier pas extrêmement élémentaire. Cette relation de référence à deux termes, en fait, suppose toujours un troisième terme. Impossible de penser la relation entre la tradition et l'autorité sans passer par l'examen d'un texte. Ce texte, ce n'est pas n'importe quel texte. Jan Assmann, dans son grand livre sur la mémoire culturelle, a donné une très belle analyse du processus qu'il appelle de canonisation de textes, donc cette manière qu'il analyse dans les trois différentes grandes traditions de l'Antiquité, ce processus qui consiste à bloquer un certain nombre de textes par l'écriture et à cesser de les mettre en doute, donc à les prendre, pour ainsi dire, comme principe.
est donc le troisième terme essentiel qui permet de parler d'autorité à l'intérieur de notre tradition. Donc on pourrait, comme premier pas, pour ainsi dire que si lorsque nous parlons, par exemple, de tradition aristotélicienne, nous attribuons à un auteur la source de l'autorité d'une tradition, c'est en fait au texte que nous attribuons quelque chose d'autre, c'est-à-dire son principe de légitimité. Alors, je vois là déjà, pour ainsi dire, une relation à trois termes, auteur, texte canonique, autorité, qui est naturellement, pour l'instant, telle que je la présente, entachée d'un excès d'empirisme. Parce qu'en effet, il suffit de regarder le travail qui nous inspire depuis un siècle et demi, au moins, des hellénistes et des historiens de l'Antiquité, c'est-à-dire nous anthropologues, pour nous rendre compte qu'un auteur n'est pas nécessairement un auteur littéraire. Hein. Le terme auteur ici, qui fonctionne comme source d'autorité, peut être par exemple un auteur collectif ou peut très bien ne pas être un écrivain. Alors j'utilise ici un très beau papier de Florence Dupont qui commence exactement comme ça. Méfions-nous des étymologies latines. L'étymologie, ou la relation entre auctoritas et auctor est des plus hasardeuses parce qu'en fait, elle remarque d'un côté que très souvent le terme auctor s'applique plutôt à des historiens qu'à des écrivains. C'est un article qui est consacré à Virgile. Et que la notion d'auteur peut être occupée, ou la position d'auteur, au sens de porteur d'autoritas, peut très bien ne pas être incarnée par celui qui rédige matériellement un texte, mais par exemple par son commanditaire. Hein. Tel ou tel membre de l'aristocratie romaine, sénatoriale par exemple, passe la commande, pour ainsi dire, à Virgile d'écrire tel ou tel poème, et en fait, l'auteur, ce n'est pas Virgile en ce cas, c'est le commanditaire. Donc on peut en conclure qu'il serait prudent, pour ainsi dire, pour nous qui voulons sortir de la tradition occidentale et aller voir des principes d'une généralité un peu plus étendue, pour ainsi dire, de parler donc de relations à trois termes, mais plutôt à nous rendre compte que ces termes doivent être définis de manière relativement abstraite. On peut donc parler d'autorité d'une tradition lorsqu'on a une certaine relation entre une source et un principe de légitimité. Or, pourquoi j'ai essayé de donner une définition, certes assez simplifiée, c'est un peu la squelette de cette affaire, c'est parce que le problème de l'anthropologue, lorsqu'on parle d'autorité de la tradition, c'est que très souvent, ce qu'on a à faire, ce avec quoi on a à faire, c'est une tradition privée du support du principe de légitimité, c'est-à-dire une tradition sans texte. Qu'est-ce que c'est donc l'exercice d'une autorité de la tradition? Une chose que nous constatons, je dirais presque sans exception, dans les cultures que nous étudions, l'existence d'une autorité du savoir traditionnel, et en même temps, nous avons affaire avec cette anomalie, pour ainsi dire, ce qui nous paraît une anomalie vue à partir de notre tradition, c'est-à-dire l'existence de traditions sans texte. Comment une tradition dite orale trouverait donc les principes et les sources d'un exercice de l'autorité.
Alors, pour essayer de donner une réponse à ça, et on va travailler sur un exemple, notamment sur un ensemble d'exemples africains, parce que je vais me référer à l'ethnographie tout à fait remarquable de Pascal Boyer là-dessus. Pascal Boyer est plus connu comme théoricien et anthropologue cognitif que comme superbe ethnographe, qu'il est tout à fait. Et donc nous allons reprendre certains de ces témoignages. Mais avant de faire cela, je voulais faire 2 remarques préliminaires. La première chose est que, en fait, quand nous parlons de tradition orale, nous utilisons une définition qui n'est qu'en apparence positive. En fait, si nous croyons savoir raisonnablement comment fonctionnent des traditions écrites, nous savons très très peu comment fonctionnent des traditions orales dans le temps. Donc, très souvent, quand on dit tradition orale, on a en tête quelque chose comme une définition négative. Or, un des résultats immédiats d'une définition négative, c'est qu'elle ne désigne pas une classe de termes homogènes. Donc, on doit s'attendre au fait que dans les traditions non écrites, on n'ait pas une manière de fixer l'autorité de la tradition, mais plutôt plusieurs. Et les traditions qui ne sont pas écrites ne font pas pour autant unité. On a notamment le rôle de l'image dans ces traditions-là, qui est constitutif et qui peut très remarquablement changer la situation. D'autre part, l'élaboration d'une source de l'information n'appartient pas du tout en titre à une tradition écrite. Je l'ai dit, dans les traditions que nous appelons orales, très très souvent on invoque l'autorité du savoir traditionnel, mais on sait moins, on étudie moins la question, on cite moins le fait qu'une élaboration, enfin une préoccupation d'élaborer, d'expliciter la source d'une information et l'autorité d'une information peut être un pur fait de langue. Premier exemple, on peut par exemple lexicaliser, c'est-à-dire formuler des particules des mots qui concourent à la formation des mots, qui sont par exemple extrêmement répandus dans les langues amérindiennes. On les appelle, les linguistes et les anthropologues les appellent des évidentiels ou des classificateurs épistémiques. C'est-à-dire, si je prends un exemple de langue amazonienne, par exemple, étudié il n'y a pas longtemps par Pierre Deléage, vous avez des particules qui concourent à la formation du mot, 2 types de particules. En charanawa, queen signifie connaissance, qu'en termes grecs on pourrait appeler par autopsie, c'est-à-dire par témoignage oculaire, par connaissance directe, par cognition directe. Et une autre particule, un autre groupe de particules qui, elle, signifie par ouï-dire. Alors, on a là une manière de lexicaliser, de fixer dans la formation du mot lui-même une présomption à propos de la source de l'information. Donc, cette idée d'autorité de l'énonciation est quelque chose qui peut être déjà enraciné dans la langue. Or, ce caractère évidentiel a naturellement des usages rhétoriques. On peut, par exemple, souligner la vérité de quelque chose en utilisant le classificateur épistémique de cognition directe, en disant « je sais par expérience que », j'ai vu moi-même que tel animal a tel comportement, par exemple. Ou je peux utiliser le même mot qui désigne l'animal en question ou son comportement en prenant une distance par rapport à ça, en disant
on dit que, mais moi je n'ai pas vu, qu'effectivement tel animal a tel comportement. Donc on a là une préoccupation qui est interne à la langue avant d'être mise, soulignée ou mise en avant dans la constitution d'un savoir traditionnel. Or, là, ce n'est que juste, pour ainsi dire, une première manière de formuler, d'élaborer cette inquiétude par rapport à l'autorité et au rapport à la vérité qu'on peut avoir à l'intérieur de l'énonciation. On pourrait appeler ça la manière sémantique, pour ainsi dire, hein, puisque on a là un lexique qui surgit. On peut aussi avoir une manière plus pragmatique, c'est-à-dire une manière qui s'exprime au niveau de la définition de l'énonciateur. Hein. Alors là, l'énonciateur de la tradition devient ce que j'ai appelé ailleurs un moi-mémoire, c'est-à-dire un moi pour les autres, un je qui énonce des vérités qui sont à l'usage d'une appréhension publique. Alors, j'ai travaillé ailleurs sur la figure, par exemple, du chaman amérindien, le chaman chanteur, donc c'est l'énonciateur d'une parole qu'on veut efficace par rapport à la relation à soi-même et aux esprits animaux, par exemple, et on a là tout à fait une définition d'une identité complexe qui n'est pas du tout l'identité quotidienne. Le chanteur est donc une personne qui n'est pas comme les autres et qui est définie de manière notamment par des identités contradictoires, qui réunit des identités contradictoires. Voici quelqu'un qui peut être à la fois esprit animal, esprit végétal, etc. etc. Or, je ne vais pas m'occuper de cela aujourd'hui, je vais plutôt prendre un autre cas de figure qu'on trouve et qui nous intéresse particulièrement. C'est le phénomène du fait que, dans certaines occasions, cette définition de l'autorité par la langue, qui se réalise à travers une définition spécifique de l'énonciateur, avec un effet d'autorité, est transférée sur un artefact. Donc on a des objets qui sont des objets parlants, qui sont des objets auxquels on prête une parole. Et à partir de là, on les traite comme des êtres vivants, on va dire. Or, ces transferts d'autorité sur l'artefact n'a rien d'exotique. En fait, dans notre tradition, nous pouvons penser à toute une série de procédures de transfert d'autorité sur des artefacts. Maurizio Bettini, par exemple, a très bien décrit des situations dans le monde romain antique où, par exemple, pour prêter serment, on faisait cela devant la statue de l'empereur. Et nul besoin, naturellement, que l'empereur soit vraiment là pour que le serment soit garanti, pour ainsi dire, par une instance d'autorité. Hein. Le Salvatore Settis, par exemple, a décrit de façon assez amusante l'usage d'un mot latin, legimus, dans le monde byzantin, où, en fait, dans une situation où le latin était presque plus compris, le mot legimus était une sorte de trace indexicale de l'autorité de l'empereur. Donc là aussi, on déchiffre sur l'artefact une présence qui est celle d'une instance d'autorité. Donc en fait, rien de bien exotique à ça. Les Africains dont on va parler ne font finalement essentiellement rien de différent, sauf que lorsque nous pensons par exemple à un artefact comme celui de la statue de l'empereur, mais je pense aussi aux très beaux travaux de Lia Dickerman sur la photographie de Lénine et son usage dans la société post-soviétique, enfin post-révolutionnaire, eh bien, qui est aussi pensée comme une instance d'autorité, d'indexicalité, de présence, eh bien, on a là toujours un artefact qui se réfère à une instance d'autorité bien identifiée. C'est bien quelqu'un.
c'est bien une personnification spécifique. Et d'autre part, tout le monde sait, on est dans une sorte de fiction sociale, de caractère par exemple juridique, donc très sérieuse, où on sait très bien que l'instance, que l'objet est là pour représenter une instance virtuellement absente. Donc ce n'est pas à l'objet lui-même qu'on confère l'exercice de l'autorité. Or, l'anthropologie, la recherche sur le terrain, nous met en présence de cas où l'exercice de l'autorité inverse ces deux termes. Donc c'est à la fois un artefact auquel on attribue à lui-même l'exercice d'une autorité, et non pas en tant que représentation en tant que telle, nous allons voir, c'est le cas des fétiches africains, et d'autre part, ces artefacts sont porteurs d'une source d'autorité constitutivement anonyme. Donc c'est un peu le concept que je voudrais introduire dans cette analyse de sources et des principes de l'autorité dans les traditions orales, c'est le concept d'autorité anonyme. Alors là, nous commençons à sortir effectivement de notre univers culturel et nous nous trouvons face à des situations plus inattendues. Bon, prenons donc, je sais que je n'ai pas le temps de vous présenter dans les détails l'exemple sur lequel on peut discuter et retrouver la focalisation de cette autorité anonyme. En fait, je vais me référer à une région de l'Afrique qui est la région en grande partie de langue bantoue, qui est comprise entre Nigeria, Gabon, Congo et Cameroun, et aussi Guinée équatoriale. C'est une population qu'on appelle normalement, vous savez que les anthropologues ont toujours des problèmes avec les terminologies, parce que ça a été très souvent le terme utilisé normalement n'est pas le bon, mais enfin on les appelle les Fang. Ils peuplent les musées d'art primitif, d'ailleurs, ils sont connus comme des grands artistes, et ils ne sont pas seulement des grands artistes, on connaît chez eux, Pascal Boyer notamment, mais d'autres, Nguema aussi, a publié des grandes épopées. Ce sont des grandes épopées qui, en général, ont comme thème, bien sûr, l'origine du peuple Fang, mais aussi toute l'époque où le peuple Fang a eu des relations avec des êtres immortels. Et tous ces êtres immortels ne sont pas des alliés ou des amis, bien au contraire, ils sont aussi structurés par clans patrilinéaires. Il y en a qui sont des amis, il y en a qui sont des ennemis, et donc on a tout le temps une espèce de grande épopée politique de la relation entre les Fang et les êtres immortels. Or, ces grands textes sont interprétés par des personnages au cours qu'on appelle Mwet, donc qu'on appelle le chanteur du Mwet, et qui fascine littéralement un public pendant des nuits entières, et qui en quelque sorte retrace et réaugmente l'intensité et la véridicité de cette histoire de la relation avec les immortels pendant ces récitations. Or, pour essayer de focaliser un peu mon propos, je vais m'en tenir à la figure de l'interprète et à sa relation avec son instrument de musique. Parce qu'en fait, ces épopées sont chantées, en effet, et le chant, l'instrument et l'interprète sont en fait appelés du même nom, le mwet. L'interprète dira « je suis une corde de ma harpe, de ma cithare », et la harpe elle-même sera appelée comme l'histoire qu'on raconte. Or, quand on essaye quand Pascal Boyer interrogeait ces personnages, qu'il a bien connus,
il trouve deux manières typiques de se référer à l'autorité de la tradition. D'une part, on a une généalogie humaine, pour ainsi dire, c'est-à-dire j'ai appris ce chant d'un tel, lequel l'a appris d'un tel, lequel l'a appris d'un autre, etc. Et puis ça va naturellement jusqu'au personnage mythique immortel, qui a donc donné le chant au premier des maîtres, Fang. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne suffit pas du tout d'avoir appris ces textes pour avoir l'autorité de les énoncer. Pour avoir l'autorité de les énoncer, eh bien, on passe dans un type de tradition qui, lui, est défini par une série d'épreuves initiatiques, une expérience corporelle très forte, et à ce moment-là, on bascule, pour ainsi dire, dans un élément de secret. Je sais le chanter parce que j'ai mangé le mouette, comme ils disent, le mouette m'a mangé, j'ai donc une relation d'interpénétration avec ce savoir. Or, comment s'exprime ce double statut dans le rapport à l'instrument, donc dans l'énonciation même du mouette? Ça va nous permettre de nous faire une idée de comment s'exprime l'autorité de la tradition dans une culture de ce type. Or, il est évident qu'on apprend un texte, qu'on apprend à le varier, on apprend le nom de personnages, etc., tout comme dans une espèce de technique cumulative, on travaille chez un maître, on apprend des lignes mélodiques sur son instrument. Et petit à petit, on arrive à une mélodie après l'autre, on se fait un répertoire, pour ainsi dire, et jusque-là, la chose ne nous étonne pas. Ce qui nous étonne un peu plus, c'est qu'à un moment donné, il y a une autre technique d'apprentissage, ce qu'on appelle chunk cognition, en termes techniques de psychologie cognitive, c'est-à-dire que ces gens, à force d'essayer ces lignes mélodiques, à un moment donné, ils apprennent tout d'un coup une manière plus compliquée, une écriture par exemple musicale qui alterne dirait-on, nous, avec une terminologie qu'on peut utiliser pour un piano, une ligne en rythme binaire et une ligne en rythme ternaire. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que une fois terminé cet apprentissage immédiat, pour ainsi dire, le chanteur peut dire « Voici, tu entends bien ?» à Pascal Boyer en question, tu entends, elle est là, c'est la voix cachée des esprits. Il y a quelque chose comme de plus dans ma musique de ce que je fais vraiment, et là, on peut entendre une présence, et ce n'est pas la présence de l'histoire, c'est la présence de l'énonciateur, pour ainsi dire. Donc l'énonciateur matériel se double d'un énonciateur sur lequel est transférée l'autorité de la tradition. Or, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Nous avons, pour l'expliquer de façon assez simplifiée, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, comme deux joueurs de tambour qui jouent deux séquences rythmiques différentes. Au bout d'un certain temps, vous commencez à entendre un rythme intermédiaire ou intercalaire entre les deux rythmes qui fait que vous avez ce qu'on peut appeler, ce qu'en musicologie on appelle une résultante de deux rythmes différents, dont vous entendez une sorte de troisième voix. De la même manière, vous pouvez transférer la chose sur le plan mélodique, c'est finalement extrêmement simple. Vous avez une mélodie ascendante et une mélodie descendante, l'ascendante étant la numéro 1, la descendante étant la numéro 2. Eh bien, il y a deux notes si, do, qui coïncident, enfin, qui se rencontrent par la mélodie ascendante et la mélodie descendante. Et en fait, vous avez si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do. Alors, vous ne jouez jamais
une mélodie, alors c'est tout à fait l'exemple Fang, hein, c'est tout à fait l'exemple de Pascal, en fait, vous avez une mélodie résultante de deux mélodies qu'on joue indépendamment. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a... alors, Pascal Boyer a plutôt tendance à dire, ben voilà, ça c'est un manque de détermination rationnelle, c'est une sorte de manière d'utiliser, de définir un concept vide, c'est-à-dire une voix cachée qui n'existe pas en réalité, etc. En fait, je crois qu'on peut réfléchir à ça d'une autre manière et on peut se dire qu'on a là une forme spécifique d'énonciation. Si on se dit, prenons cette petite mélodie comme quelque chose d'énoncé par un dispositif spécifique et on se dit, bah, effectivement, qui énonce cette mélodie? En fait, ce n'est nullement le musicien lui-même, puisque lui, il fait deux mélodies qu'il a apprises. Et c'est dans la rencontre de ces deux mélodies qu'on va entendre une parole sans auteur. Hein? C'est là quelque chose comme un phénomène de parole indirect. Hein? Or, c'est assez curieux que ce phénomène qui là est tout à fait élémentaire, mais enfin, on en trouve dans le monde entier, dans les traditions orales, notamment c'est la technique que les ethnomusicologues appellent le hoquet. Hein, vous avez des mélodies, par exemple, vous pouvez jouer le même jeu d'une autre manière. Vous avez une seule mélodie, et cette seule mélodie est jouée ou chantée par deux énonciateurs avec une note chacun. Hein. Donc, personne ne joue la mélodie, ni l'un ni l'autre, et puis ensuite, il y a une mélodie qui sort de là, pour ainsi dire. Alors, ça s'appelle, par exemple, dans la tradition inuite, la voix de l'ours. Et vous avez un contexte chamanique où vous entendez une troisième présence qui n'est pas là, qui a, pour être très précis, une présence sonore, et seulement une présence sonore. Voilà. Alors, j'ai proposé d'appeler ce processus qui produit une mélodie résultante. J'ai eu envie de le préciser par une analogie. En fait, si vous prenez en termes visuels une image de ce type, dans une série d'autres choses, voilà, vous avez techniquement ce qu'on peut appeler, ce que j'ai appelé finalement, une chimère. C'est-à-dire une image qui mobilise, qui est d'un côté formée, tout comme notre mélodie, de la convergence de traits appartenant à d'autres images, identifiant d'autres images, et qui, donc, hétérogène, et qui, en même temps, mobilise ces aspects latents. Alors, vous prenez par exemple ce masque-là, et ce n'est pas immédiat, mais quelques minutes après, on se rend compte qu'il s'agit d'une double présence. Hein, vous avez un faucon qui est là, et d'autre part, une partie des choses de la ligne qui définit la présence du faucon, définit aussi la présence d'un masque anthropomorphe. Hein. Donc, vous avez ces deux choses-là. Or, qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'énonciation du mouette? Vous avez une chimère énoncée en termes sonores. Vous avez donc une chimère sonore. Une présence qui est faite de convergence d'ingrédients qui viennent d'autres identités et en même temps qui, pour s'exprimer, exploite ces aspects latents. Or, quelle est la source de cette chimère sonore? Nous avons vu que, en fait, elle est la voix d'un être anonyme. Elle est la voix des esprits, de quelqu'un dont on ne peut pas connaître l'identité. Mais d'autre part, et ça c'est une autre chose que Pascal Boyer ne souligne pas assez, c'est qu'en fait le principe de légitimité
de l'éclosion de cette voie est dans l'exécution même de l'artefact. Donc c'est l'artefact qui devient le principe à partir duquel la pratique impliquée par l'artefact, l'usage au sens que Wittgenstein donnait à une analyse du langage qui ne serait pas fondée sur la grammaire, mais qui serait fondée sur les usages quotidiens du langage, eh bien l'usage de l'objet devient le principe de légitimité de cette affaire. Donc il en résulte un modèle énonciatif et non textuel de l'autorité de la tradition. Ce serait donc là une première image d'une autorité sans auteur, où la source reste anonyme et la légitimité n'est plus formulée dans un texte, mais transférée dans la technique d'exercice d'un artefact. Donc on pourrait dire ce qui rend impératif les énoncés de la tradition, eh bien voilà, c'est ça. C'est une définition d'autorité qui s'élabore au niveau de l'énonciation de la langue, donc dans une langue orale et pas dans un texte, mais en même temps, cette énonciation doit se doubler de ce qu'on pourrait appeler un dispositif artefactuel évidentiel, c'est-à-dire qui matérialise d'une certaine manière des conditions pragmatiques d'énonciation de ce savoir. Donc ce serait là une première réponse à la question qu'est-ce qui rend impératif les énoncés dans une tradition orale. Voilà. Ça, c'est une première réponse à la question. Je ne sais plus combien de temps j'ai. 5 minutes. Voilà. Alors, si j'ai seulement 5 minutes, je me contenterai de montrer brièvement que l'intérêt de ce modèle, je l'ai déjà un peu dit, c'est une manière d'approcher les images et les artefacts à partir d'un modèle pragmatique et pas d'un modèle grammatical. Il ne s'agit pas de faire une sémiotique de ces objets, il s'agit de déchiffrer leur usage. Mais d'autre part, ce qui peut nous intéresser aussi, c'est que cette manière de transfert sur l'artefact d'une voix anonyme en tant qu'exercice de la tradition peut être un modèle finalement généralisable dans cette culture et ailleurs. Je vais aller très vite, mais c'est certainement le cas d'autres objets qui sont utilisés, alors cette fois de façon judiciaire. C'est très largement dans la même ère culturelle, alors excusez-moi de ne pas vous donner tous les détails ethnographiques, mais c'est en effet Alfred Gell, dans son livre qui a fait tellement de bruit dans notre milieu, Art and Agency, qui a attiré l'attention sur ces objets qu'on appelle normalement des fétiches à clous, et sur le fait notamment que ces objets sont porteurs, pour ainsi dire, d'une attribution de subjectivité. Ils sont traités comme des êtres humains. Alors, contrairement à ce que quelques critiques d'art un peu imprudents avaient affirmé, il ne s'agit pas du tout de représentation de la douleur ou de problèmes de crise et d'angoisse. Ce sont des objets judiciaires. Ce sont des objets devant lesquels on se présente et qu'on manipule un peu comme un instrument de musique, c'est-à-dire qu'on complète en plantant un autre clou dans la base en bois qui est à l'intérieur. Et à partir de ce geste-là, on aura une sorte de transfert d'intentionnalité sur l'objet qui, lui, de façon surnaturelle, va donc, par exemple, réaliser une punition ou une vengeance. Or, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que si on regarde un peu l'ethnographie, on se rend compte que
Le principe à partir duquel l'objet devient actif, c'est en effet la mort d'un jeune chasseur qui possédait une substance particulière qui le rendait efficace à la chasse. Hein, c'est un koulou, c'est une sorte comment dire, de caractère qui anime à la violence, hein, de capacité, de force intellectuelle ou de force spirituelle qui donne à la violence, qui attribue à la violence son efficacité. Et à partir de toute une série de transformations rituelles, on se rend compte que ce principe est transféré sur l'objet. Or, lorsqu'il est transféré sur l'objet, l'objet est fabriqué pour l'occasion, donc il y a un prêtre qui sculpte un tronc d'arbre, etc. Ce tronc d'arbre est anthropomorphisé, il va saigner comme un être humain, etc. Mais on se trouve à un moment donné, lorsque l'attribution de subjectivité s'accomplit rituellement, que l'objet se trouve, pour ainsi dire, dans une position parfaitement intermédiaire entre l'intentionnalité de celui qui veut sa vengeance et l'intentionnalité du prêtre, c'est-à-dire qu'il, pour ainsi dire, il prend sa vie, il prend l'initiative puisqu'il devient vivant, et donc son action est entièrement indépendante des actions matérielles qui sont celles de sculpter le bois, qui sont celles de planter le clou, etc. Donc il acquiert une sorte d'intentionnalité autonome. Or, on pourrait dire que l'action attribuée à cet objet est un peu comme la mélodie résultante de l'instrument du mouette. Pourquoi ? Parce qu'il y a là, d'un côté, une convergence de traits visuels hétérogènes. Alors, ce sont des objets qui sont constitués de beaucoup d'éléments, de masques, de clous, de coquillages, de petits paquets avec des cailloux magiques dedans, etc. Donc, ce sont plutôt des constellations d'objets hétérogènes. Et en même temps, on a quelque chose comme une attribution d'une action sans acteur. Ce n'est donc ni le chasseur ni le prêtre, c'est le tronc lui-même qui agit au nom de l'autorité de la tradition. On retrouve donc le même modèle en termes visuels et avec l'action à la place de la parole. À la définition d'une présence par l'artefact répond ici l'indétermination de la source de cette autorité. Ici encore, donc, voilà ce qui rend impératif et cette fois efficace comme punition les énoncés et les actions qui sont porteuses d'une autorité traditionnelle. C'est donc, je crois, la notion inédite en Occident d'une autorité sans auteur.